tous, bienvenue à cette deuxième carte blanche du campus des métiers des qualifications d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme qui est organisée avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance, École supérieure de l'intelligence des patrimoines. Merci Benoît pour cette collaboration. Je me permets de rappeler rapidement le principe d'une carte blanche. C'est une manifestation. Un partenaire du territoire invite le campus à organiser un temps d'échange sur des thématiques d'actualité propres à ces filières et rassemblant des acteurs de la formation, des acteurs économiques et institutionnels. Le campus d'excellence patrimoine, métiers d'art et tourisme est un réseau régional qui rassemble autour des filières, donc des métiers d'art, des patrimoines et du tourisme, les acteurs économiques de la formation et les institutionnels pour apporter une réponse adaptée, concrète et rapide aux mutations des métiers dans ces filières. C'est justement ce qu'on va découvrir avec les intervenants que je remercie d'avoir accepté cette invitation pour échanger leur point de vue sur les enjeux des métiers du patrimoine et la mise en tourisme du patrimoine. Les débats d'une durée d'environ 1 heure seront suivis par 30 minutes d'échange environ avec le public. Nous remercions aux participants de garder micro et caméra éteints durant les présentations et invitons à poser les questions dans le chat ou à lever la main à l'aide du mode réaction qui se situe en haut de votre écran. Ça sera Charlotte Fuchs, chef de projet du campus, qui va assurer donc la modération des échanges. Je laisse maintenant peut-être la parole à Benoît Pierre, pour un petit mot d'introduction dans cette carte blanche que nous co-organisons. Merci Livia, merci à la directrice que tu es du campus des métiers de nous avoir proposé cette carte blanche, on en est très très heureux. Bonjour à tous, pour nous c'est essentiel parce que en tant que directeur à la fois d'un laboratoire et d'une filière de formation, de master et de doctorat, qui porte justement sur les patrimoines au sens large, eh bien c'est l'occasion de s'ouvrir à l'ensemble du territoire, à s'ouvrir aussi à l'ensemble des acteurs du territoire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nos étudiants et j'en suis très heureux, je les salue, plus d'autres aussi qui viennent de rentrer dans ce web séminaire. Donc, essentiel parce que on ne peut pas concevoir aujourd'hui la formation et à l'ensemble des métiers concernés, et on ne peut pas penser une formation sans ses débouchés. C'est une banalité que de le dire, mais parfois, dans les sciences humaines et sociales, on oublie effectivement que nous formons pour des métiers et non pas simplement pour une reproduction de nos propres métiers. Ça a été l'ambition de cette formation que nous avons ouverte il y a maintenant 3 ans, donc dans le cadre de l'UFR-CESR, et qui s'est ouverte avec ce sous-titre qui est notre projet pédagogique, École supérieure en intelligence des du patrimoine et les sciences du numérique. Et aujourd'hui, ce sont, me semble-t-il, les 3 piliers qui font la fabrique patrimoniale du territoire et aussi la fabrique touristique dans toutes les filières et dans tous les métiers qui sont concernés par la chaîne touristique et les industries touristiques. Les sciences humaines, parce que sciences humaines et sociales, on ne peut pas penser le tourisme, penser le discours touristique, penser l'étude même sur le tourisme et l'économie touristique sans maîtriser ces disciplines dans une formation qui est à et par la recherche. Sciences des patrimoines parce que, pour l'essentiel, dans notre région en tous les cas, l'économie touristique se fonde sur les patrimoines de culture et de nature, donc il faut les maîtriser avec des outils. Et puis les sciences du numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la science, on ne peut pas étudier, on ne peut pas promouvoir, on ne peut pas travailler sans ces outils numériques. On en voit aujourd'hui la nécessité en période Covid, mais on va un peu au-delà de simplement les outils. On propose aussi à nos étudiants de développer certains de ces outils avec des niveaux qui sont différents en fonction des parcours de maîtrise du numérique, mais ça va jusqu'à l'apprentissage des langues et donc de codage, de l'encodage, et également de tout ce qui concerne les bases de données. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence de la donnée, et puis aussi la médiation numérique qui permet aujourd'hui de faire de la médiation patrimoniale et de la médiation culturelle et touristique. Voilà, donc je suis très très heureux de cette carte blanche numéro 2, Livia, et que tu nous aies conviés, qu'on soit conviés aujourd'hui pour
pour écouter nos différents intervenants qui sont tous éminents partenaires et acteurs du territoire en matière touristique. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Je passe peut-être maintenant la parole à Jean-Louis Sureau, qui est président du campus et qui va, on va dire, faciliter les échanges avec les différents intervenants et qui donc va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce webinaire. Oui, merci à tous et donc bienvenue dans cette rencontre. Merci Benoît d'avoir déjà un peu campé la discussion et pourquoi nous sommes réunis, c'est-à-dire l'idée même de ces campus qui est de rapprocher de la formation des besoins des entreprises, des emplois, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que l'on quelquefois on a reproché, c'est-à-dire que c'était deux mondes qui se regardaient et qui ne se parlaient pas forcément. Donc l'idée c'est bien celle-là. L'idée c'est aussi de coller à l'actualité. C'est-à-dire que le campus a été créé il y a un peu plus d'un an dans un contexte légèrement différent, comme vous le savez. Et je crois en fait que ça n'a pas changé fondamentalement la donne. C'est-à-dire que cette crise sanitaire accélère plutôt des processus qui étaient en cours d'évolution, notamment ce vaste prisme du patrimoine et du tourisme. Notre région, évidemment, est à la pointe sur ce qu'on peut appeler donc le tourisme de culture, le tourisme autour des monuments, du patrimoine, culture et nature, comme l'a rappelé Benoît à l'instant. Et donc, je crois qu'il y avait déjà, on constatait quand même une évolution dans les comportements et donc la nécessité de bien orienter nos établissements dans tous leurs métiers vers ces nouvelles ce nouveau mode d'appropriation par le public du patrimoine, dans toutes ses déclinaisons. Alors, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Je vais essayer à chaque fois, et nous allons tous essayer d'être les plus rapides et les plus succincts possibles pour que ce soit vivant. Et je ne veux pas oublier quand même une dimension qui est importante dans la création du campus, c'est aussi la dimension internationale, puisque évidemment notre région, elle a vocation à accueillir évidemment donc je dis deux fois évidemment, mais c'est un peu lourd, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas si évident que cela. Donc cette dimension internationale, c'est au cœur même de nos métiers, de la transmission de savoir-faire, et comme l'a rappelé Benoît à l'instant, au-delà de la transmission de savoir-faire, c'est aussi l'enrichissement des savoir-faire par des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, et ça c'est effectivement très important, c'est au cœur de notre débat. Et donc, pour camper un peu le sujet, je crois qu'on va commencer par passer la parole donc à Cécile Bonneau, directrice donc, du tourisme au Conseil régional. Et elle va un peu donc, nous dire un peu ce qu'est le tourisme dans notre région et son évolution et l'évolution de la politique régionale en matière touristique. Merci Jean-Louis. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous voyez ma présentation. Moi, je ne vous vois plus. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, c'est bon. Donc oui, juste pour situer le cadre, le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui au niveau du tourisme en région. Alors, bien sûr, on parlera des évolutions récentes, hein, parce que c'est vrai que la crise a quand même chamboulé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, c'était plutôt 2019, hein, le tourisme en région Val-de-Loire, c'est une activité économique importante en termes de consommation touristique, en termes d'emploi. Donc vous avez là quelques chiffres. En termes d'impact, puisqu'on voit qu'on a aussi une fréquentation qui n'est plus et qui n'est pas d'ailleurs une fréquentation de court séjour. C'est un peu toujours l'image qu'on a de la région, une région qu'on traverse, où on vient visiter, un ou deux jours on repart. Non, on est aujourd'hui une destination de séjour. Donc quand on dit séjour, ce n'est pas des séjours de 15 jours ou 3 semaines comme on peut avoir sur la côte par exemple, mais c'est des destinations et des touristes qui sont itinérants. C'est-à-dire qu'ils vont venir dans la région, utiliser et s'héberger dans plusieurs modes d'hébergement et visiter plusieurs lieux. Donc ils vont par exemple faire plusieurs sites du Val-de-Loire ou même plusieurs sites dans la région. On a une consommation par touriste qui est assez élevée, hein. Le budget moyen par séjour, il est de 541 € pour les Français, il est de plus de 1 000 € pour les clientèles étrangères. Avant la crise, on
avait une clientèle d'environ entre 25 et 30% selon les années. Là, c'est sûr que depuis 2020, ce pourcentage a quand même beaucoup diminué. Par contre, ce qui était un élément pérenne, mais là aussi avant 2020, c'était l'augmentation et la fréquentation importante des sites de visite, puisqu'on était à plus de 9 millions d'entrées dans les sites de visite. Donc, je vais faire un zoom sur le tourisme patrimonial, puisque vous l'évoquiez dans vos introductions, le tourisme et le patrimoine en région, c'est un mariage d'amour. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est la principale motivation de visite dans notre territoire, à la fois pour les clientèles françaises, mais aussi pour les clientèles étrangères. Vous voyez par exemple que le classement patrimoine mondial de l'UNESCO arrive en 3e position en termes de motivation pour les clientèles étrangères. Donc, non seulement on vient pour visiter un lieu, mais c'est vrai que cette notoriété et ce classement-là compte aussi, bien évidemment, pour le choix de notre destination. Quand ils viennent sur notre destination, les touristes, bien sûr qu'ils visitent les sites. C'est la première activité qui est pratiquée sur le territoire. La deuxième, c'est les parcs et jardins. Donc, on n'est pas très loin non plus du patrimoine historique et du patrimoine naturel. Et la visite des musées. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une destination patrimoniale, culturelle. On voit qu'on a une progression du vélo, mais c'est vrai que la principale motivation de visite, ça reste aujourd'hui le patrimoine. Donc, ils viennent pour ça, ils visitent et ils apprécient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les visiteurs apprécient le plus, et ça, c'est les études clientèle qui le disent, c'est les châteaux, c'est le patrimoine historique, mais c'est également la douceur, la tranquillité, l'art de vivre. Et ça, on y reviendra par rapport aux tendances actuelles, puisque c'est un élément important. Et puis, le troisième facteur de satisfaction, c'est la nature et l'environnement. Donc, on voit à la fois sur la motivation, mais aussi sur la satisfaction de nos visiteurs. Aujourd'hui, quand nos touristes repartent, ils gardent aussi cette image. Donc, quand on leur demande ce que la destination incarne pour eux, là aussi, c'est d'abord l'histoire, le patrimoine et la culture qui arrivent largement en tête. Donc, on voit bien vraiment la force et l'incarnation du patrimoine et de l'offre culturelle pour notre destination touristique. Donc, si on évoque aussi et on se compare par rapport à d'autres régions, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est notre atout majeur, mais si on veut rester performant, il faut aussi qu'on se compare aux autres. On avait fait une étude en 2017 qui nous avait permis de vérifier que par rapport à d'autres régions, c'était vraiment sur cet aspect-là de notre offre touristique que on était leader. On était leader sur le volet richesse du patrimoine historique. Donc, vous voyez, en vert, c'est la région la plus performante. En orange, c'est la région la moins performante. Et le petit trait blanc, c'est la norme, donc c'est la moyenne française. Donc, on est largement en tête sur la richesse du patrimoine historique. On est bien placé sur l'aspect entretien-maintenance, aussi l'accueil. On est moins bien placé, par contre, sur le critère prix. Et puis, on est dans la moyenne sur le critère full attente. Donc là, bon, c'était quand même des petits points d'alerte pour nous lorsqu'on avait mené cette étude. Aujourd'hui, la clientèle des châteaux, comme je vous le disais, c'est principalement une clientèle française, phénomène qui s'est renforcé depuis l'année dernière puisque les clientèles étrangères n'étaient pas présentes et n'ont pas pu venir. Donc, on était à peu près sur le ratio 70-30, donc qui s'est renforcé en faveur de la clientèle française l'année dernière. Nos clientèles étrangères sont aussi principalement des clientèles de proximité puisque 9 sur 10 sont des visiteurs européens, donc principalement voilà, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent et en tout cas stable depuis les dernières années. Un petit zoom sur la fréquentation 2020, puisqu'on est quand même sur une année atypique, malheureusement, par rapport à la fréquentation. Si on veut avoir quelques ordres de grandeur, donc là, on voit qu'en 2020, on était sur un niveau de fréquentation des sites de visite de 4,8 millions. C'est presque la moitié moins
par rapport aux années précédentes, notamment l'année 2019 qui avait connu de très bons résultats de fréquentation. Sur les monuments, on est quand même à 2,6 millions de visiteurs, c'est à peu près la moitié moins par rapport à 2019. Dans les musées, ça a également baissé également de moitié. On voit que par contre, sur les autres sites, notamment les sites de plein air, la fréquentation a moins baissé, on est à moins 30%, alors que sur les autres offres, notamment les sites fermés, là, effectivement, la baisse a été beaucoup plus importante. Donc, par rapport à cette année 2020, juste un zoom également sur l'emploi. Alors, je suis désolée, l'année 2020 n'est pas forcément la plus représentative par rapport au baromètre de l'emploi touristique en région, mais c'était quand même pour vous donner quelques éléments sur le type de métier et la répartition des emplois salariés dans le tourisme en région. Donc, on est plutôt aux alentours normalement de 27-28 000 emplois salariés en région. Je dis salariés, parce qu'il y a aussi énormément d'emplois qui ne sont pas salariés, donc tous les indépendants, tous les hébergeurs, loueurs non professionnels, par exemple. Donc, il y a également une part importante d'emplois non salariés. Sur les emplois salariés, vous voyez que c'est la restauration qui est le gros pourvoyeur d'emplois derrière les hébergements. La culture et le loisir arrivent en troisième position, et là, on a plusieurs types de métiers, aussi bien les sites patrimoniaux que bien sûr l'ensemble des activités de loisirs. Donc juste un petit zoom pour que vous ayez là aussi un peu en tête la tendance. Alors si on regarde juste le graphique là sur le 4e trimestre 2020, on a l'historique depuis 2017. Donc si vous voyez la courbe, alors vous voyez qu'on est sur une courbe saisonnière, donc là on voit bien que l'activité touristique est fortement impactée par les saisons. Par contre, ce qu'on pouvait quand même constater entre 2017 et 2019, c'est que le pic d'emploi, donc au moment de la saison touristique, était en progression régulière. On enregistre une baisse en 2020, mais là, bien évidemment, en lien direct avec la crise et l'impact de cette crise sur les emplois, notamment sur les saisonniers. Il y a eu beaucoup d'emplois saisonniers qui n'ont pas pu être proposés l'année dernière. Et cette année, on voit que ça a aussi encore du mal à redémarrer. Donc sur cette tendance, juste quelques mots, mais je pense que c'est des choses qu'on va réévoquer avec les autres intervenants. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui par rapport à l'évolution actuelle, on voit que c'est, comme l'évoquait Jean-Louis, non seulement une tendance conjoncturelle, mais aussi une tendance de fond. Le slow tourisme, par exemple, alors le slow tourisme, on le définit par plusieurs critères. C'est pas du tourisme au ralenti, le slow tourisme. Il y a une notion autant parce que c'est quand même l'idée d'une rupture avec le quotidien et avec le rythme habituel. Donc on prend son temps, on choisit ce temps-là. Le slow tourisme, c'est aussi une découverte immersive dans un territoire. Donc, on ne vient pas juste pour consommer, traverser un territoire et repartir. Il y a vraiment cette notion d'immersion qui est importante. L'aspect humain est également très important. Slow tourisme, on voit aujourd'hui que les gens ont envie de rencontrer, de partager, de connaître des savoir-faire, des producteurs. Enfin, voilà, on est vraiment aujourd'hui sur cette tendance de fond qui se confirme, et aussi sur une participation active du visiteur. Donc la notion d'expérience, c'est vrai qu'on l'entend à tout bout de champ dans le domaine du tourisme, mais là aussi on voit bien que nos visiteurs, ils ont envie d'être actifs dans leur découverte du territoire. Et puis le slow tourisme, c'est aussi une forme de tourisme où, et là aussi on voit bien que c'est une tendance de fond, les visiteurs cherchent à réduire leur impact, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le développement d'un territoire, c'est-à-dire qu'ils cherchent aussi même à avoir un impact positif en faisant travailler des producteurs locaux et en s'immergeant aussi dans ce territoire. Dans les autres tendances, bien sûr, c'est la sécurité sanitaire, ça va être le gros sujet en 2021. Il faut bien sûr rassurer nos clientèles, leur proposer des conditions d'accueil qui sont tout à fait adaptées par rapport à la sécurité sanitaire. Donc ça va nécessiter d'innover, ça va nécessiter de gérer les flux aussi, notamment dans les sites. Et puis, il y a une tendance aussi qu'on constate, c'est que les visiteurs, je pense que l'idée de consommer en grand groupe, d'être dans des lieux où il y a beaucoup de monde, voilà, c'est à mon avis des notions qui aujourd'hui sont vraiment remises en question et qui vont sans doute impacter là aussi durablement la façon de visiter, la façon de découvrir. Et je pense que notre destination là est déjà directement concernée par cette évolution. Et je pense que là aussi les sites
sites pourront témoigner sur ces tendances. Puis il y a une tendance aussi importante qui est aussi amenée à durer, c'est-à-dire qu'on voit que les clientèles de proximité aujourd'hui sont quand même nos principales clientèles, ce qui était déjà le cas, mais là ça s'est renforcé depuis l'année dernière, alors que jusqu'à présent, c'est vrai que dans nos organisations institutionnelles du tourisme, on mesurait l'attractivité de nos destinations avec le pourcentage de clientèle étrangère. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'on va sans doute revenir sur ces modèles-là, sur ces principes-là, et qu'on aura certainement de nouvelles choses à inventer. Alors, par rapport à la stratégie régionale, c'est vrai que ces tendances, on les avait déjà intégrées, nous, dans les priorités, dans les orientations, puisqu'on a une stratégie qui est basée sur un tourisme de la douceur, de l'art de vivre. On a mis beaucoup de moyens et d'actions autour du tourisme à vélo. Là, on voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement dans l'air du temps et ce qui est sans doute pas quelque chose un effet de mode, mais là aussi c'est quelque chose de durable. Les grands sites patrimoniaux, bien sûr, qui font partie de l'axe fort de la stratégie régionale avec des orientations importantes en faveur de la qualité, de l'innovation, de l'animation. Je pense que vous avez tous en tête l'année Renaissance qui a permis de vraiment mettre un coup de projecteur et d'animer ces sites patrimoniaux. Et puis, bien sûr, on travaille aussi autour de la transition écologique. Ça, on essaye vraiment d'accompagner les acteurs sur ce domaine-là parce que c'est pas forcément quelque chose qui est maîtrisé et pour lequel les acteurs sont... Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de conseils. C'est quelque chose de nouveau. Il y a une vraie volonté, une vraie motivation, mais il va falloir que les institutionnels du tourisme soient à leur côté pour les amener dans cet axe-là. Donc voilà un peu juste pour vous donner les tendances et puis les grands éléments du tourisme en région, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les autres intervenants. Merci. Merci beaucoup, Cécile. C'était très, très, très clair, très concis, très rapide. J'ai un écho. Est-ce que vous avez l'écho aussi? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend avec un tout petit peu d'écho. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, je pense. Oui. Bon. Donc, je remercie Cécile très sincèrement pour la qualité de sa présentation sur l'évolution des clientèles. Je pense que ça pose beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes besoins, y compris en termes de prestations et de métiers. Et je crois qu'au-delà donc de ce panorama dont j'ai relevé à la fin, au tout début, pardon, que le patrimoine mondial figurait en bonne place dans les motivations d'un certain nombre de touristes pour venir dans notre région. Ça fait donc 20 ans que le Val-de-Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et très heureusement, donc, Cécile a évoqué ce mariage d'amour entre le patrimoine et le tourisme. Et bien, donc, quand on aime, on a toujours 20 ans. Et donc, ça me fait une liaison extrêmement subtile, comme vous avez pu remarquer, avec l'intervention de Luc Forlivesi et d'Elisabeth Querelle, maintenant sur le patrimoine mondial, donc appréhendé par la région et en particulier par les services de la Direction régionale des affaires culturelles. À vous, chers amis. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis Elisabeth Querelle, je fais cette intervention avec Luc Forlivesi. Je vais activer le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez en entier? Oui, très bien. Parfait, Oui. Merci beaucoup. Donc, comme ça a été évoqué, l'enjeu de cette présentation est de vous parler un petit peu du patrimoine mondial en général, mais surtout en France et en particulier évidemment en Centre-Val de Loire, et les enjeux et perspectives en particulier par rapport à la thématique de cette carte blanche. Je vais commencer par une présentation sur le patrimoine mondial, aussi bref que possible, parce que je crois que Bruno Marmiroli du Val-de-Loire intervient dans le master et qu'un certain nombre de concepts clés ont évidemment déjà été abordés. Et Elisabeth, je me permets d'insister aussi sur le fait qu'il faut qu'on soit très, très concis les uns et les autres. Merci, Elisabeth. Non, je voudrais surtout laisser de la place aux questions, donc effectivement, on va essayer d'être aussi bref que possible. Juste un rappel du fait que la Convention du patrimoine mondial, qui a été signée en 1972, vise à identifier, protéger, conserver et mettre en valeur
un patrimoine naturel et culturel qui aurait une valeur pour l'ensemble de l'humanité, qui est le concept vraiment central. Il y a 193 États parties à la Convention, ce qui en fait la convention la plus ratifiée au monde. Il y a plus de pays qui siègent à l'UNESCO que de pays qui siègent à l'ONU. 26 pays n'ont aucun site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. L'élément clé pour pouvoir justifier de son entrée sur cette liste, c'est la valeur universelle exceptionnelle, soit en quoi un bien a une valeur pour l'ensemble de l'humanité et pas uniquement une valeur locale ou nationale. Il faut également que l'intégrité et l'authenticité du site justifient son inscription, c'est-à-dire que ce soit un témoignage suffisamment complet, suffisamment bien conservé et pas dénaturé par trop d'interventions de restauration. 1121 sites sont inscrits, les inscriptions ont commencé en 78, donc vous voyez plus d'1 millier de sites quand même. Une très très grande majorité de biens culturels, un grand déséquilibre entre le culturel et le naturel, quelques biens mixtes, c'est très rare, c'est quand on a à la fois une valeur universelle exceptionnelle, naturelle et culturelle sur le même site. 53 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ce sont des sites menacés par le changement climatique, le défaut d'entretien ou évidemment tout ce qui est conflit ou destruction volontaire. Vous avez en dessous le top 5 des pays, vous noterez juste qu'on a sur le top 5 une très grande majorité de pays européens, et la France qui n'est que 5e, mais tout de même 5e sur 193 pays, avec les 45 sites inscrits entre 1979 et 2019, tout simplement parce que la France n'avait pas envoyé de sites candidats pour les inscriptions au premier comité de 78, et qu'il n'y a pas eu de comité en 2020 pour les raisons que nous connaissons tous. Donc, au cours de 40 années de comité du patrimoine mondial, nous avons quand même inscrit 45 sites. Un bref panorama. Alors, la carte est pour vous montrer d'une part qu'il y en a environ partout, que ce sont majoritairement des sites culturels, ceux qui sont en rouge. Et ce qui peut peut-être être intéressant, c'est qu'ils sont à grande majorité dans des endroits plutôt ruraux ou dans des villes moyennes. Et ça peut avoir un impact sur les questions d'emploi dans le domaine du patrimoine mondial. Ils sont en général dans des endroits où il y a peu d'ingénierie disponible, ce qui n'était pas très grave pour les dossiers de candidature qui ont très fortement évolué. Je donne un exemple qui est le plus marquant pour moi parce qu'il permet souvent de bien réaliser la différence de perspective pour les embauches, notamment pour vous tous. La vallée de la Vézère avec la grotte de Lascaux à l'intérieur a été inscrite en 79 avec un dossier qui faisait 25 pages. Et la grotte Chauvet a été inscrite en 2014 avec un dossier qui faisait 900 pages, qu'on a mis presque une dizaine d'années à monter. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant d'inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial, et c'est ce qui fait qu'on a maintenant besoin d'une ingénierie dédiée pour monter des candidatures. Je vous fais donc un petit focus très rapide sur les sites du patrimoine mondial. Il y a donc des sites très connus. Je pense que... Alors, quand je fais un cours, c'est un quiz, cette partie-là. Là, ça va être un peu moins interactif. Mais donc, voilà, on a des Rolls-Royce du patrimoine, comme donc le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne, évidemment, le canal du Midi. On a des choses très anciennes, la grotte Chauvet, que je cite souvent en exemple avec ses œuvres qui ont 36 000 ans, et des choses un peu plus récentes, comme le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où ce sont carrément des anciens mineurs qui, à l'heure actuelle, font encore visiter les lieux d'interprétation sur ce patrimoine-là. Alors là, c'est Champagne, je crois, mais ça ressemble cruellement aux mêmes photos de la Bourgogne, ça a été inscrit la même année. Mais donc des choses très françaises et franchouillardes, comme notre champagne ou notre vin. Des choses beaucoup plus exotiques, comme les lagons de Nouvelle-Calédonie ou les cirques et remparts de la Réunion. La plupart des sites naturels français sont outre-mer, évidemment. Les fortifications de Vauban, ici Mont-Louis, dans les Pyrénées, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont en fait constitués de 78 composantes réparties dans toute la France, vous le verrez. Je passe la parole à Luc pour la présentation sur le Centre Val-de-Loire. Merci pour cette occasion qui nous est donnée de parler de ce patrimoine UNESCO. Alors en Centre Val-de-Loire, bien évidemment, on a tous en tête le Val-de-Loire depuis 20 ans, donc de Sully-sur-Loire à Chalonnes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres biens qui sont protégés au titre de l'UNESCO, à commencer par la cathédrale de Chartres que nous avons sous les yeux, inscrite en 79, la cathédrale de Bourges, qui se trouve, c'est la diapo d'après, et puis le Val-de-Loire, et ça on l'a tous en tête, voilà une photo intéressante qui réunit un certain nombre de compétences et de métiers sur une seule photo. Et puis, un autre bien qu'on oublie, on en a parlé tout de suite, c'est la question des chemins de Saint-Jacques,
puisque la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre et la cathédrale de Bourges sont inscrites. Donc la cathédrale de Bourges est inscrite 2 fois au patrimoine mondial, et Neuvy-Saint-Sépulcre est inscrite au titre de ces biens en série, qui sont des biens multisites, c'est extrêmement particulier comme système. Et à ce titre, ce sont donc des éléments d'attractivité qui sont connus, qui sont bien diffusés, comme ça a été rappelé précédemment. Alors, le contexte réglementaire a évolué depuis un certain nombre d'années, notamment pour ce qui concerne les outils de gestion de ces plans, de ces patrimoines UNESCO, parce que c'est une chose est d'être inscrit, reconnu et sur la liste de l'UNESCO pour un certain nombre d'éléments, notamment relatifs à la valeur universelle exceptionnelle du lieu ou du bâtiment. Une autre chose est d'en avoir les outils de gestion. Et c'est ces plans de gestion qui étaient obligatoires, donc, comme c'est rappelé depuis 2007, et qui maintenant, depuis 2016, et la fameuse loi liberté de création, architecture, et voilà, donc la loi LCAP, pour utiliser l'acronyme, et sa transposition dans le Code du patrimoine, dispose que tous les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO doivent disposer d'un plan de région, d'un plan de gestion, pardon, ça y est, qui est donc validé in fine par le préfet ou la préfète de région. Et c'est cet outil-là qui est extrêmement intéressant, et c'est la démarche qu'on souhaiterait vous proposer pour vous montrer que, au-delà des questions réglementaires, au-delà des questions de patrimoine mondial et de nombre de signataires, ce qui est important, c'est le projet qui est derrière tout cela. Le projet qui est derrière tout cela, c'est de mieux connaître, de documenter, d'entretenir, de restaurer et de mettre en valeur. Et c'est tous ces éléments-là qui génèrent un certain nombre d'éléments liés, qui sont en lien avec les métiers. Donc voilà, ils atteignent ces objectifs. Et je vais laisser la parole à Elisabeth pour la suite des opérations. Mais voilà, les protections existent, on élabore ensemble une politique de préservation et on gère ces invariants du patrimoine que sont la connaissance, l'accroissement de la connaissance, la mise en forme, l'entretien, le bon entretien ou la restauration et la recherche. Et puis ensuite, le troisième point qui est sa mise en valeur. Et sa mise en valeur passe évidemment par la mise en tourisme. Et c'est ce qui rejoint le propos introductif tout à l'heure. Je passe la parole à Elisabeth pour la suite. Merci beaucoup. L'idée de ce plan de gestion, pour bien comprendre, je pense, c'est qu'il faut bien réaliser que dans un premier temps, l'UNESCO, depuis 1978, inscrit des sites, les distingue. C'est normalement l'objectif de la Convention, c'est de conserver et de préserver et de transmettre intact aux générations futures. Ce qui s'est passé dans un second temps, et ce qui peut particulièrement vous intéresser aujourd'hui, c'est que ça s'est transformé en label touristique. Ça n'en est pas un à l'origine. Mais quand on a distingué des sites qui avaient une valeur pour l'ensemble de l'humanité a eu envie d'aller les voir. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus. Mais cette surfréquentation que ça a généré dans certains endroits a pu éventuellement nuire à la conservation du patrimoine qu'on essayait de préserver. Donc l'idée de l'UNESCO, quand elle a rendu les plans de gestion obligatoires, c'était mais quels moyens vous avez pour préserver le site, l'étudier, assurer un accueil des visiteurs correct et préserver le territoire environnant d'un éventuel impact négatif du tourisme. On a de ce fait, du coup, quand on rédige un plan de gestion maintenant, une diversité d'acteurs et de domaines d'intervention. Donc là, je vous les ai listés ici. Les services de l'État, évidemment, sont toujours intéressés au premier chef. C'est l'État qui est signataire de la Convention du patrimoine mondial, et c'est également l'État qui gère toutes les protections patrimoniales et accompagne un certain nombre de protections aussi d'urbanisme. Donc, et en plus de ça, peut-être environ une moitié des sites du patrimoine mondial, grossièrement, je dirais, appartiennent à l'État directement, à travers notamment le Centre des monuments nationaux, mais pas uniquement. Donc vous avez les ministères de tutelle qui sont concernés, culture et environnement, on en parlait tout à l'heure, les DRAC et DREAL du coup, les services déconcentrés, les architectes des bâtiments de France, régulièrement les préfets, sous-préfets, les directions départementales des territoires et ainsi de suite. Donc déjà, à l'intérieur des services de l'État, une multiplicité de services concernés. Ensuite, au second titre, directement les collectivités. Elles sont déjà souvent propriétaires d'un certain nombre de sites du patrimoine mondial, mais elles sont aussi de toute façon directement concernées par les questions de planification, d'urbanisme et de développement touristique et de marketing territorial. Donc on est très rapidement aussi en train de travailler et de discuter avec les communes, les communautés de communes, d'agglo et compagnie, départements, régions et tout ce qui est syndicats mixtes de développement local et territorial que peuvent être les parcs naturels régionaux et les pôles d'excellence territoriale ruraux, je ne sais plus, bref.
Les associations, souvent donc des associations soit un petit peu historiques, soit des associations de pèlerins pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, des associations de riverains aussi, et donc la population qui est censée s'approprier et avoir envie de contribuer à la préservation et de toute façon donc visite les sites du patrimoine mondial. Et comme l'évoquait Luc, les domaines que vont aborder un plan de gestion, il y a la partie super évidente du patrimoine, sur une cathédrale, la vieille pierre de base, comment on préserve et comment on restaure, mais on élargit très vite sur d'autres domaines que sont, comme je le disais, l'urbanisme, la planification, la recherche, la médiation, la mise en tourisme, la communication, le développement culturel, le développement territorial durable, toutes les questions de coopération nationale et internationale et de démocratie participative. Et c'est cette multiplicité d'acteurs et de domaines d'intervention qui fait que les défis de la réalisation d'un plan de gestion tournent autour du fait de créer et d'animer des instances dans lesquelles toutes ces personnes travaillent ensemble, y compris des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qu'elles trouvent un langage commun, se dotent d'outils de diagnostic, de visualisation, de contribution qui soient à la fois efficaces et partagés, puisqu'en général, il n'existe pas ces outils transversaux. Il est aussi important de s'acculturer et d'intégrer les contraintes des uns et des autres. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens techniques, financiers, les mêmes calendriers. Il faut entendre l'approche d'une échéance électorale pour une collectivité. Ça ne sert à rien d'attendre certaines choses d'une collectivité à l'approche des élections ou au contraire, voilà, il faut être capable d'entendre aussi que quand on est engagé depuis plusieurs années dans un projet, à l'approche des élections, il faut communiquer et donner des résultats, un état d'avancement. Mais il faut bien comprendre que les services de l'État n'ont pas du tout ce genre de calendrier et de contraintes. Et donc, il est vraiment important que tout le monde se mette un peu à la place de tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes méthodes de travail non plus, et tout le monde ne subit pas les mêmes pressions. D'un côté, la pression électorale, parfois la pression budgétaire. L'utilité et l'importance de faire circuler l'information. J'ai quelques anecdotes marrantes si vous avez le temps à la fin, mais c'est étonnant de voir à quel point régulièrement il suffirait que tout le monde soit au courant et ait le même niveau d'information pour que tout se passe mieux. Et j'ai en tête l'exemple de la ville d'arrêt d'histoire de Bourges qui s'est retrouvée nez à nez avec un échafaudage un matin où ils avaient vendu une visite du Porche, mais ils n'étaient pas au courant que la conservation des monuments historiques allait restaurer ce Porche-là à partir de cette date-là. Ça coûte rien d'envoyer un mail, mais tout le monde ne sait pas à qui envoyer le mail et tout le monde n'a pas le réflexe. Donc c'est pour ça que ces instances peuvent vraiment être utiles. Après le plan de gestion, ce qui est important aussi, c'est de placer le curseur quelque part entre les questions d'ambition pour être à la hauteur du patrimoine mondial et de réalisme, c'est-à-dire qu'essayer d'accoucher d'un programme d'action pour le bien qui ne tienne pas compte de ce qu'on peut vraiment mettre en œuvre, de ce qu'on a l'ingénierie pour suivre, les moyens de financer, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment important. Et puis après, pour tout ce qui est impact de la situation sanitaire et du Covid, ou de la Covid, vous choisissez, j'ai tendance à remarquer que c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, M. Sureau notamment, ça a accéléré certaines mutations qui étaient déjà engagées, et notamment la fin d'un certain amateurisme. Alors je ne veux pas le dire de manière péjorative, parce que souvent les collectivités et les services de l'État ont parfois fait comme ils ont pu avec les moyens dont ils disposaient, mais là on réalise effectivement qu'on peut plus se contenter de l'évidence pour communiquer auprès des clientèles de proximité. On peut plus se contenter de faire de la médiation à la papa, avec de tout temps l'homme à chercher à s'élever. Les personnes qui viennent et qui reviennent et qui connaissent déjà attendent autre chose en termes de qualité de médiation, en termes de diffusion des avancées de la recherche, en termes d'utilisation de nouveaux médias aussi pour la médiation. Et notamment, évidemment, toutes les techniques du numérique, ce qui fait donc le lien avec ce campus des métiers. Donc, on assiste à une accélération du besoin de professionnalisation des acteurs, à l'émergence de nouveaux outils de communication et de médiation, et donc à l'émergence de nouveaux métiers pour lesquels les formations ont parfois du mal à suivre, ce qui n'est pas le cas de ce campus ni du CESR qui est à la pointe de ces questions-là, mais les masters métiers du patrimoine, comme on les connaît depuis 10-15 ans dans les universités françaises, n'ont pas tous enclenché les mutations nécessaires pour former les professionnels dont on va avoir besoin dès maintenant
sur les sites du patrimoine mondial. Et pour ce qui est des plans de gestion et des candidatures UNESCO en particulier, il y a maintenant 45 sites français inscrits. Quand on dit un site, c'est aussi l'ensemble du bassin minier, l'ensemble du Val-de-Loire et l'ensemble des 78 composantes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il y a beaucoup de sites qui ont été inscrits de manière un peu ancienne, sans ingénierie dédiée à l'époque, qui progressivement de nos jours se rendent compte de l'utilité de recruter quelqu'un qui soit justement à la manœuvre pour coordonner tous ces acteurs multiples, pour parler de tous ces domaines et donc pour accompagner les collectivités et les services de l'État dans le fait de mettre en valeur les sites français du patrimoine mondial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Elisabeth, merci Luc. C'était évidemment très clair. Je ne sais pas si ma caméra fonctionne, Livia. Est-ce que ça marche là? Non, je crois qu'on ne vous voit pas, mais on vous entend. Mais moi, ma caméra, c'est pas moi qui l'ai désactivée, en tout cas. Bon, c'est pas très grave qu'on ne me voit pas. Je crois que par rapport à ce que vient de dire Elisabeth sur le classement de l'UNESCO qui, dans certaines régions, a eu du mal à être géré par un afflux de visiteurs. C'était moins vrai pour ce qui concerne le Val-de-Loire, puisqu'il y avait déjà un flux touristique important autour du patrimoine. En revanche, le classement au titre de l'UNESCO a créé une stimulation durable, parce que l'on voit que parmi les défis que vous avez pointés du doigt, notre région a fait un certain nombre de progrès, notamment dans le fait de faire travailler ensemble à la fois des institutionnels et des partenaires privés. Certes, nous ne sommes pas arrivés encore au niveau optimal, mais je crois que notamment l'année 2019, sous l'égide notamment du Conseil régional, a montré que l'on pouvait faire un certain nombre de choses et que beaucoup d'acteurs se sont repositionnés. Alors quand je parle des acteurs, eh bien effectivement, les sites patrimoniaux sont évidemment au premier plan et je vais tout de suite donc passer la parole à nos amis de Chambord, c'est-à-dire donc aujourd'hui Virginie Bernal et Frédéric Bouilleux, qui vont nous parler de l'évolution remarquable de Chambord au cours de ces dernières années, parce que sans doute Chambord est peut-être l'une des vitrines les plus brillantes de notre région. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez un peu mieux que tout à l'heure. Oui, non. C'est pas parfait, mais on sait que le contenu sera à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Si vous m'entendez, c'est bien. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je ne vais pas faire une présentation exhaustive de Chambord, dont j'espère, je souhaite en tous les cas qu'il est connu, y compris des étudiants qui nous écoutent. Sinon, je les invite à venir dès qu'ils le pourront, dès que nous serons réouverts, c'est-à-dire, j'espère, bientôt. Simplement pour vous dire que effectivement, Chambord sans doute est un des vecteurs d'attractivité de la région les plus importants par sa notoriété et aussi par les efforts qui ont été consentis par l'établissement avec la collaboration aussi bien des collectivités territoriales, de l'État que de l'université d'ailleurs avec laquelle nous travaillons et je les en remercie ici. L'établissement public du domaine national de Chambord a 3 tutelles, comme vous le savez, la culture, l'environnement, l'agriculture. Il a pour mission essentielle une mission de service public, puisqu'il est propriété de l'État, qui est celle de conserver, de restaurer, d'entretenir le patrimoine qui lui a été confié, mais aussi de le mettre en valeur. Donc, effectivement, nous avons développé un certain nombre d'activités qui sont les activités classiques des sites patrimoniaux, c'est-à-dire la visite, la pédagogie, l'éducation artistique et culturelle, un certain nombre d'actions, dirons-nous, classiques qui sont très importantes, mais sur lesquelles je n'insisterai peut-être pas aujourd'hui. Simplement pour dire qu'effectivement, nous avons développé beaucoup d'activités autres que celles qui sont traditionnelles et qui correspondent encore aujourd'hui à au maximum des visiteurs. Les visiteurs viennent pour visiter, mais aussi aujourd'hui pour participer à un certain nombre d'activités
de loisirs. Un petit focus sur le nombre de visiteurs qui avaient atteint, comme vous le savez peut-être, 1 100 000 visiteurs donc, en 2019, ce qui s'est évidemment diminué de 45% en 2020, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale, et aussi une diminution de la participation des étrangers, donc 65% en 2019 de nationaux contre 35% de visiteurs étrangers. Évidemment, en 2020, ces chiffres ont considérablement été transformés. Autre chiffre peut-être important dans le cadre de cette carte blanche sur les métiers, puisque aujourd'hui, Chambord emploie environ 210 salariés, ce qui est quand même beaucoup plus, qui est pratiquement doublé en une quinzaine d'années, qui représente aujourd'hui 32 métiers différents. Je crois que ça, c'est un élément important qui n'est pas toujours présent à l'esprit de tout le monde, c'est qu'il y a 32 métiers différents qui s'exercent aujourd'hui à Chambord pour 210 salariés qui comprennent évidemment les permanents, mais aussi les saisonniers, les vacataires, les apprentis, je tiens à le dire, et quelques stagiaires. L'évolution qui a été celle voulue dans le projet d'établissement de Chambord et qui n'ont fait et qui ne feront que se confirmer du fait de la crise sanitaire que nous connaissons, sont les suivants, c'est-à-dire développement d'activités qui ne sont pas celles strictement liées à la visite, activités de loisirs avec la location de voiturettes, de barques, de vélos. J'en profite, j'y reviendrai pour dire à quel point nous sommes attentifs avec la région, le département, au développement du tourisme cyclable, développement aussi d'une activité d'hébergement, c'est-à-dire que nous avons développé une activité de gîte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement d'un tourisme durable, avec effectivement le développement des pistes cyclables, une orientation vers la transition écologique qui a été soulignée par Cécile Bonneau, par le développement d'activités viticoles, donc la presse s'est fait l'écho, la vigne, l'activité maraîchère, mais aussi également de produits locaux comme le miel de Chambord, l'eau de Bouleau, et des projets comme le traitement de la venaison, par exemple. C'est-à-dire que nous nous inscrivons tout à fait dans les orientations qui ont été rappelées de la production de produits locaux et dans le cadre d'un circuit commercial court. Je dirais aussi l'inscription de Chambord dans une opération grand site développée avec la communauté de communes du Grand Chambord et qui devrait bientôt aboutir. Je suis extrêmement rapide, mais je voudrais laisser la parole à ma collaboratrice Virginie Berdal pour qu'elle nous parle de ce troisième aspect de l'évolution du développement de Chambord, qui est l'adaptation des outils de médiation. Et pour ceci, je lui laisse la parole. J'espère que vous m'avez entendu. Bonjour à tous, merci beaucoup Frédéric et merci à tous de me permettre de partager un peu l'expérience de Chambord. Donc, je m'appelle Virginie Berdal et je travaille au service de la conservation et de l'action éducative. Je partage mon écran avec vous. Est-ce que vous le voyez ? Pour l'instant, on voit rien. Ah, mince. Alors. Il y a un petit problème de toute façon de caméra, je pense, en général. D'accord. Bon, je réessaye une dernière fois, sinon c'est pas grave, je ferai sans. Hop. Bon, je ferai donc sans.
Alors, il a fallu, moi je vais vous parler plus particulièrement des nouveaux enjeux, des nouvelles orientations, des adaptations nécessaires dans notre stratégie d'accueil du public en raison de la crise sanitaire, soit parce que le château est fermé et qu'il faut qu'on puisse garder le lien avec nos visiteurs, soit parce qu'il faut préparer la réouverture qui, nous l'espérons, arrivera bientôt. Dans cette pandémie, on a connu un premier grand confinement de 82 jours de fermeture et pour cette deuxième période, c'est déjà 166 jours de fermeture. Nous avons donc souhaité garder le lien avec nos visiteurs et puis augmenter un peu notre communauté sur les réseaux sociaux et les flux sur le site internet, donc avec des solutions d'urgence et d'opportunité. Nous avons travaillé vraiment de concert entre le service de la conservation, le service de la programmation culturelle et le service de la communication pour créer quotidiennement des publications sur les réseaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ou sur des pages dédiées de notre site internet créé particulièrement. Donc, c'est le partage de belles images, des informations insolites beaucoup plus détaillées que d'ordinaire et bien illustrées. La création aussi d'activités à faire à la maison, ça peut être des petits jeux, des activités manuelles, la lecture d'un conte en vidéo qui parle de l'histoire de Chambord, ou encore des liens vers des captations vidéo de concerts ou des documentaires. Et bien sûr, la visite virtuelle que l'on propose sur le site Google Arts and Culture depuis quelques années. Il y a aussi des expositions virtuelles en accès libre. Donc tout ça, il fallait le partager quotidiennement avec les visiteurs et on avait en fait beaucoup d'interactions. On a aujourd'hui une belle communauté. Nous avons aussi profité de quelques partenariats et des événements. Je citerai par exemple la série Un jour, une visite privée, que peut-être certains d'entre vous ont connu, le Tour de France des lieux culturels confinés initié par le Club Innovation et Culture. C'était un projet collaboratif de 18 sites en France pour chaque jour, une visite guidée privée en vidéo, diffusée en direct sur Facebook et Instagram. Ça a représenté 450 000 visionnages pour une portée globale de plus de 2,3 millions de comptes. Et pour Chambord, notre visite, elle a été en fait tournée en un après-midi, en urgence, avec les moyens du bord. Et malgré tout, le jour de cette diffusion, le 2 juin, nous avons réussi à obtenir 48 000 vues de la vidéo. Donc, ça fait partie des actions tout à fait remarquables de cette période, avec les outils, parfois pas toujours professionnels, mais on y arrive quand même. Et bien sûr, nous avons été fait référencer sur le site Culture chez nous, initié par le ministère de la Culture. Alors, tout cela a donné lieu à des solutions plus pérennes que nous sommes en train de développer. Nous avons perçu combien nous avions des ressources vidéo limitées. On le savait déjà, mais nous étions happés par 1000 projets, donc nous n'avions peut-être pas consacré suffisamment de temps à cela. Maintenant, nous le faisons. On lance depuis 2 semaines une opération qui s'appelle Chambord chez vous. Tous les dimanches soirs à 20h, nous lançons sur Facebook de courtes visites guidées thématiques en vidéo qui sont tournées avec nos guides et animateurs du patrimoine. On a déjà passé une petite vidéo sur la chapelle. Cette semaine, nous avons présenté les charpentes. Et la semaine prochaine, ce seront les voûtes qui seront observées. C'est aussi important parce que ça permet de retrouver le lien avec les guides et animateurs qui sont au chômage partiel depuis un certain nombre de mois. Donc pour eux, c'est un premier retour à Chambord qui les prépare pour la suite de la saison. Nous travaillons aussi sur une solution de médiation à distance pour les scolaires. Alors c'est un projet qu'on avait proposé avant la crise de la Covid et puis on l'avait un peu mis sous la pile. Donc là, on l'a mis sur le haut de la pile. L'idée, c'est de créer des vidéos éducatives à visionner en classe, 5 à 8 minutes, sur différentes thématiques, comme Chambord et l'architecture de la Renaissance, ou François Ier et Chambord. Nous sommes en train de les produire avec la société de production VLAM. D'ailleurs, le CESR connaît bien, et le programme Intelligence du patrimoine connaît bien VLAM, puisque vous avez réalisé avec eux un MOOC. Donc, nous travaillons avec eux en ce moment sur la production de ces petites vidéos qui font intervenir un comédien professionnel. Donc là, on est dans vraiment quelque chose de pro, pas dans ces solutions d'urgence faites maison. Ces vidéos éducatives s'accompagneront aussi d'ateliers en classe avec de nouvelles ressources pédagogiques comme des maquettes à apporter dans la classe qui, en ce moment, ces pauvres classes ne peuvent pas se déplacer à Chambord. C'est terrible. On aimerait pouvoir leur proposer déjà des solutions, mais nous devrons attendre un peu. On pourra coupler aussi les petites vidéos éducatives par des visioconférences avec un animateur.
Maintenant, nous sommes aussi en cette période en train de préparer la réouverture et cela signifie réviser le parcours de visite du château. Normalement, Chambord, c'est un lieu qu'on découvre de façon assez libre. On n'impose pas de parcours de visite. Malheureusement, les nécessités de limiter les contacts entre les différents groupes de visiteurs nous imposent de définir un parcours. Et dans ce parcours, nous avons mis en place de nouvelles mises à distance qui élargissent les espaces de circulation. Et cela a été l'occasion aussi de revoir totalement la signalétique du château. C'était important, cela allait de pair. Il faut que l'on facilite la découverte de ce monument dans un contexte particulier. Donc, nous avons réécrit plus de 200 textes qui sont en cours d'impression et qui arriveront lundi prochain. Et nous devrons donc ensuite accrocher tous ces panneaux et ces cartels d'œuvres dans le monument. Nous ouvrirons aussi de nouveaux espaces à la visite parce qu'il faut pouvoir augmenter les espaces parcourables et puis ça permettra bien sûr d'accueillir des groupes familiaux ou amicaux qui n'étaient peut-être pas venus à Chambord depuis longtemps. On va axer vraiment notre stratégie vers le public national, vers le public régional. Donc, nous ouvrons des salles consacrées à l'histoire du parc de Chambord. Elles existaient il y a quelques années, elles avaient été fermées, donc là on les présente dans un nouvel accrochage. Nous présenterons des cabinets des estampes et un espace d'exposition permanent au rez de terrasse du château pour parler de Chambord pendant la Seconde Guerre mondiale, pour raconter son rôle déterminant dans le sauvetage des œuvres des collections nationales pendant donc, cette période 1939-1945. Et tout ceci en lien avec un film qui va sortir au cinéma, on l'espère prochainement, qui s'appellera Cœur vaillant et qui est une fiction, une sorte de conte tourné ici il y a quelques mois. Voilà. Dans l'idée aussi de recentrer nos actions sur le public national, le public français, les familles, le jeune public, nous développons bien sûr des activités extérieures, nous enrichissons nos parcours de promenade, ces lieux qui sont devenus si importants depuis les confinements, où pour seule activité nous pouvons nous balader. Cela signifie à Chambord, dès la réouverture, le retour à la location des vélos, barques, voiturettes électriques, Rosalie, la pêche dans le canal aussi, nous louons maintenant des emplacements. Tout ceci a pris un essor considérable en 2020 et ce sera certainement le cas en 2021. Nous avons aussi lancé il y a quelques mois, grâce au CESR et à Intelligence du patrimoine, la très belle application La Boussole, promenade scientifique à Chambord. Cette promenade augmentée qui permet d'explorer les circuits de la grande promenade avec des calculs d'itinéraires, des informations sur la faune, la flore, l'histoire du parc. C'est important là aussi pour accompagner les visiteurs dans la découverte de notre patrimoine naturel. Nous lancerons à la réouverture enfin un carnet d'énigmes dans les jardins à la française et nous travaillons au développement d'une application de rallye nature pour les familles, des petites énigmes à résoudre autour du château. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, nous avons beaucoup travaillé, même avant la pandémie, sur le public familial et le jeune public. Nous avions envie d'accueillir mieux en fait, ces familles. Donc, nous avions fait des recommandations, des propositions à la direction générale et grâce à cette période un peu étonnante, nous pouvons maintenant travailler très sérieusement sur ces propositions et au cours de l'année 2021, nous allons enfin les voir mises en œuvre. D'abord, la création d'ateliers d'initiation à la sculpture sur tuffeau. Nous allons aménager une loge de taille de pierre dans l'enceinte des écuries du maréchal de Saxe. Ce sera probablement un très bel atelier. L'idée, c'est de donner aux familles, aux enfants, des occasions de découverte du patrimoine autrement. Après la frustration de longs mois de fermeture, où on a envie de retrouver notre patrimoine, nos lieux de culture, et faire des activités avec ces enfants qui soient aussi divertissantes que ludiques, eh bien, je crois que ce projet s'inscrit vraiment bien dans cet objectif. Nous proposerons également à partir de septembre 2021 des anniversaires pour les enfants. C'est un peu anecdotique, mais en même temps, cela nous tenait à cœur de proposer des petites activités pour les anniversaires qui soient là aussi éducatives, donc des ateliers au château, en forêt ou dans la loge de taille de pierre. Nous programmons des ateliers pour les familles pendant les petites vacances, c'est tout nouveau également. Et enfin, nous travaillons sur l'aménagement de cabinets de découverte pérennes dans le château. Si vous avez vu l'exposition 2019, l'Utopie à l'œuvre, vous avez vu que nous avions aménagé des petits cabinets de découverte
avec des manips, des expériences numériques. Eh bien, nous souhaitons pérenniser ce genre d'outils dans le château comme un espace où les familles peuvent se retrouver et où le jeune public pourra trouver des occasions de découverte, de compréhension du monument. Voilà, c'est un projet qui, on l'espère, nous permettra de poursuivre notre partenariat avec le CESR et le programme Intelligence et Patrimoine, parce qu'il y avait ce très bel outil qui permettait de dévisser l'escalier à double révolution sur un écran, qui mériterait très certainement d'être réinstallé dans cet espace pérenne des cabinets de découverte. Voilà pour nos enjeux à venir. Nous travaillons beaucoup pendant cette période. Merci beaucoup, Chambord, et évidemment, une fois de plus, un exemple pour l'ensemble du patrimoine régional. Je souligne, si vous voulez, le lien que vous établissez entre le bien-être et la culture. C'est effectivement tout à fait dans le sens de l'évolution du tourisme dans notre région. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs modes d'appréhender le patrimoine, et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure donc Frédéric sur le nombre de métiers qui doivent être exercés dans ces monuments, dans ces sites, et je pense que c'est effectivement un point très important et qui est en rapport direct avec les personnes qui suivent aujourd'hui cette rencontre. Alors, pour compléter ce sujet, je vais donner la parole maintenant à nos amis donc de la SPL de Tours, à Henri Poignet et Céline Chéniaud, pour qu'ils témoignent eux aussi de ce qu'ils constatent et de ce qu'ils font donc dans l'Office du tourisme de Tours. À vous, chers amis. Merci Jean-Louis. Je suis Henri Poignet, je suis directeur général de Tours Val-de-Loire Tourisme, qui est en fait la société publique locale qui exploite l'Office de tourisme de Tours Métropole et les antennes que sont celles de Villandry, Luynes et Rochecorbon en haute saison quand tout se passe bien. Céline, je vous laisse vous présenter. Bien sûr, bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Chéniaud, je suis guide conférencière. J'exerce le métier de guide conférencière depuis de nombreuses années maintenant et de manière très régulière en tant que salariée pour l'Office de tourisme. Et je fais partie également d'une association nationale de guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire qui s'appelle l'Ancovar, et j'en suis la vice-présidente depuis plusieurs années également. Donc j'ai un regard également un peu plus vaste sur les autres destinations. Merci. Alors, juste, on n'a pas préparé de présentation parce que de toute façon, il va falloir qu'on soit court, Dixit, Jean-Louis, très court pour le coup. Donc, quelques sujets. Stratégie touristique, en fait. Déjà, dans un premier temps, comment s'établit-elle et en quoi consiste-t-elle? Alors, ni plus ni moins que la stratégie touristique d'une destination, finalement, répond à des objectifs. Ces objectifs, ils sont fixés par ceux qui gouvernent cette région, donc les élus, bien évidemment. Ça commande et ça doit répondre aussi à une offre qui est celle de la destination. On parlait de sites patrimoniaux, c'est vrai que nous avons la chance d'en avoir énormément sur notre destination. Et puis cette stratégie, au-delà de répondre à ces objectifs, doit aussi fixer les moyens et les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, ces moyens, ils vont être divers et variés, des ressources humaines, de la promotion, de l'argent, c'est souvent de l'argent d'ailleurs, pour les atteindre, mais aussi des éléments structurants, des chantiers qui relèvent aussi parfois de politique publique et qui relèvent aussi parfois de la politique liée à l'habitant et à l'attractivité économique globale de la destination. Cette stratégie, elle répond aussi souvent à des ambitions économiques. Soyons clairs, l'économie du tourisme est une économie particulièrement présente en France. Hein, je crois que c'est pas dire de bêtises, mais c'est un fort pourcentage du PIB français, en tout cas à elle seule.
ça représente, à mon sens, pour des destinations comme les nôtres, que ce soit en retombée directe ou indirecte, quelque chose qui devrait avoisiner les 20 à 25% de l'économie. En tout cas, ça devrait être le cas, sous peu compte tenu du tissu et de l'offre qui est celle de notre destination. Donc, en fait, en quoi consiste un office de tourisme? Alors, je n'ai pas de réponse finalement. Un office de tourisme va avoir des missions qui vont être différentes d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Aujourd'hui, on a dans les missions de promotion et de mise en tourisme de destination, je dirais, je ne vais pas dire un millefeuille parce que ce serait péjoratif que de le dire comme ça ou de le présenter comme ça, mais différentes strates. Le premier office de tourisme national, c'est Atout France, c'est l'office de tourisme qui va aller vendre la destination France à l'international. Ensuite, vous allez avoir les CRT qui travaillent en collaboration avec la région, avec les régions. Et en dessous, vous allez avoir les ADT. Donc là, au niveau départemental et sous les ADT, vous allez avoir une autre strate, la dernière, j'ai envie de dire, institutionnelle, qui est celle des offices de tourisme. Et en fait, en fonction des départements, des régions, ces organisations et ces missions vont être complètement différentes. Je ne peux parler que de celui de Tours, en tout cas, celui que je connais le mieux. L'Office de tourisme de Tours, ce sont deux missions principales. Une mission de promotion, d'accueil, information, conseil et promotion de la destination. Promotion de la destination, pas au niveau de la ville, pas au niveau de la métropole, pas au niveau du département, c'est bien au-delà puisque nous allons à l'international pour faire cette promotion. Et le deuxième gros volet de notre activité, c'est la commercialisation d'offres et de prestations touristiques. Et puis ces offres et ces prestations touristiques, aussi en fonction des offices de tourisme, vont être différentes. En ce qui nous concerne à Tours, nous avons comme clients, pour 50% du chiffre d'affaires que nous réalisons, les tours opérateurs, les agences de voyage, des autocaristes qui viennent du monde entier. Une autre portion aussi, qui est le tourisme d'affaires, qui est une portion qu'on a tendance un petit peu à oublier, mais qui est à forte valeur ajoutée pour la destination. C'est toute l'organisation, en tout cas la promotion et l'organisation de manifestations à caractère professionnel. Et puis le dernier volet, qui est l'accueil en lui-même, la vente de prestations touristiques aux individuels, qu'elles se fassent en amont, via des sites de vente en ligne, on utilise des moyens digitaux aujourd'hui, ou qu'elles se fassent sur site, sur place, sur les lieux d'accueil que sont les nôtres, que nous administrons comme nos boutiques. Voilà un petit peu pour vous faire le portrait, en tout cas de l'Office de tourisme de Tours Métropole, et de quelle manière, en fait, on interfère avec la stratégie. La stratégie touristique, elle est bien évidemment conçue par la collectivité territoriale, dont nous dépendons, mais bien sûr en pleine cohérence avec les collectivités territoriales qui sont, je dirais, d'un niveau supérieur. En l'occurrence, notre stratégie de développement touristique est assez similaire à celle de la région Centre-Val de Loire, et c'est tant mieux. Et pour ce faire, il nous faut aussi les mettre en œuvre. Et mettre en œuvre ces stratégies touristiques, la médiation des patrimoines et des cultures, parce qu'en fait, on parle au pluriel, il nous faut des acteurs. Et ces acteurs, ce sont des acteurs de terrain qui ont aussi plusieurs missions. Et là, je vais laisser parler Céline, parce que je parle beaucoup par définition. Alors effectivement, c'est là que nous intervenons, nous les guides conférenciers, alors souvent un petit peu en bout de chaîne finalement, puisque nous sommes la rencontre et la médiation entre le client, le visiteur, le touriste final, qui a d'abord été accueilli, conseillé, qui a reçu l'action de promotion et qui a fait l'achat d'un forfait touristique, par exemple, ou qui a passé la porte de l'office de tourisme et souhaité une visite guidée. Donc, notre médiation s'adresse soit aux touristes individuels, des familles, des couples, des gens qui sont locaux qui reçoivent de la famille, ou bien des visiteurs étrangers qui voyagent de manière indépendante, soit en relation directe avec le service promotion groupe
et tourisme d'affaires pour des groupes constitués de nationalité française mais souvent étrangère. Donc notre profession dans cet accueil, dans cette médiation, eh bien c'est participer eh bien, à la mise en œuvre en fait de cette stratégie touristique. Au préalable, bien évidemment, il y a la création des contenus. Alors, nous sommes, nous, médiateurs, mais on s'appuie sur la recherche, sur les dernières éditions, sur les innovations, sur des outils qui peuvent être mis à notre disposition. Et puis, on est vraiment le maillon, l'ambassadeur de la destination. Et la rencontre avec le visiteur va donc se faire, je dirais, de A à Z, de façon à ce que la promotion qui a été faite en amont, eh bien, que le rêve se réalise en quelque sorte, hein, puisqu'on est dans une région de châteaux de contes de fées, on peut utiliser peut-être ce parallèle. Donc la médiation, elle se fait auprès de visiteurs variés, en tant au niveau des nationalités que du type même de visiteurs. Donc il y a une grande adaptabilité qui doit se faire, hein, parce qu'effectivement, on ne va pas emmener un visiteur, un petit groupe familial de la même façon qu'on va mener un autocar de 30 ou 35 personnes originaires d'Allemagne ou d'Autriche. Donc s'adapter, préparer ces contenus, ces visites, et puis être attentif à tout ce qui va leur permettre d'apprécier, hein, puisque je crois que c'était en tout début de conférence, on parlait de l'appréciation, hein, de la destination. Eh bien, le but est effectivement de pouvoir ensuite assurer une qualité de visite. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la rencontre entre le guide conférencier qui va alors parfois être missionné, comme c'est mon cas, en tant que salarié de l'office de tourisme pour de l'individuel, pour du groupe. Mais les contextes et le milieu et la façon dont on travaille est bien plus complexe, hein, puisqu'il peut y avoir des guides conférenciers salariés, certains sont indépendants en auto-entreprise ou en entreprise, et on a une grande pluralité de situations et de rapports entre visiteurs et guides conférenciers avec différents types d'intermédiaires. C'est un peu le lot de l'ensemble des acteurs du tourisme, hein, mais je pense que nos amis des sites ne démentiront pas non plus le sujet, c'est que nos interlocuteurs sont multiples et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier et de cette filière, c'est qu'en fait, nous sommes en contact avec les publics, bien évidemment, mais aussi avec les institutionnels, avec les socio-professionnels. Enfin bref, on a une multiplicité, une énorme une largeur et une profondeur d'interlocuteurs très importante. Et il nous faut concilier tout cela. Il nous faut aussi nous adapter. Et ça, finalement, la crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, tant mieux, parce que il y a beaucoup de choses, hein, qui ont été évoquées sur les tendances de consommation. L'évolution des tendances de consommation a subi une accélération phénoménale. Il a fallu nous adapter alors, à des tendances qui étaient déjà en route, hein, pour certaines d'entre elles, sur des sujets sur lesquels on était déjà parti avant la crise sanitaire. Je l'entendais aussi de la part de Chambord, où on me disait, voilà, il y a des choses qu'on avait déjà prévues avant. Bon, ben là, ça a été l'opportunité de le faire. Il y a beaucoup de sujets qui ont été, qui nous ont obligés, entre guillemets, à accélérer notre adaptation, notre adaptabilité en tout cas. Une chose qui est notable, on parle beaucoup de patrimoine, de sites, l'histoire avec un grand H, mais on parle aussi aujourd'hui, désormais, comment dirais-je, d'expérience. Tout à l'heure, Cécile Bonneau en a parlé, l'expérience, mais l'expérience multithématique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vient plus faire seulement les châteaux de la Loire. On vient bien évidemment faire les châteaux de la Loire, mais si en plus on peut faire en sorte que notre enfant soit accueilli dans l'atelier de sculpture sur tuffeau, parce que ça va le distraire, parce qu'il est en âge d'être distrait par ce type de proposition, ben c'est tant mieux.
Si on peut faire aussi une expérience gastronomique, alors sans parler de haute gastronomie, je parle d'expérience gustative pour le coup, ou de découverte ou redécouverte de goût, mais c'est tant mieux aussi. Bref, on sent aujourd'hui qu'il y a une transformation très rapide des attentes des consommateurs d'ailleurs qui viennent bien évidemment de l'étranger. En 2020, beaucoup du national et encore plus de local en fait. On a commencé à réapprendre nos territoires et à consommer nos territoires. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est parce qu'on consomme nos propres territoires, on a l'obligation aujourd'hui d'offrir une expérience multithématique parce que c'est ce qui doit aussi, à un moment donné, permettre aux habitants, aux visiteurs, aux touristes locaux de s'évader encore mieux à côté de chez eux. Donc voilà. Alors, la crise Covid, fermeture de sites. Chambord en a parlé tout à l'heure, Château d'Amboise n'a pas échappé à la règle, aucun site patrimonial n'y a échappé. Un autre élément aussi très important, la fermeture des points de restauration, parce que finalement, qui dit visiteur, dit éventuellement déplacement, qui dit déplacement, dit la possibilité, ou en tout cas l'opportunité de se nourrir. Restaurant fermé égale finalement contrainte supplémentaire pour visiter. Donc l'activité touristique, je dirais en tout cas observée au niveau de l'Office de tourisme de Tours Métropole, et malheureusement pour nos amis et partenaires guides conférenciers, a été stoppée, a pris des grands coups d'arrêt. Bien évidemment, les clientèles internationales que l'on imaginait et qu'on entrevoyait particulièrement importantes et nombreuses pour 2020, observation fin 2019, ne sont quasiment pas du tout venues de l'année. Confinement, fermeture. En ce qui nous concerne, pour parler de chiffres, c'est 80% du chiffre d'affaires que nous réalisons annuellement qui s'est évaporé. Des clientèles groupes qui ne sont pas du tout venus. On parlait tout à l'heure de petits groupes. Là aussi, on avait commencé à anticiper de ce qu'on appelait des offres à la destination des tribus et petits groupes. Donc voilà, un arrêt complet sur beaucoup de sujets. Malheureusement, à notre niveau, plus de prestations à offrir ou à proposer aux guides conférenciers, dont fait partie Céline Chéniaud aujourd'hui, avec aussi, comment dirais-je, la nécessité pour nous déjà de sauver des structures et cette inconséquence ou conséquence finalement de ne pas avoir, entre guillemets, la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Donc, assez compliqué. Qu'est-ce que nous avons dû faire? Bien évidemment, nous avons dû digitaliser au maximum les prestations que nous offrions. Nous avons dû faire ce que nous n'avions pas forcément imaginé aussi rapide, le click and collect, de la vente en ligne démultipliée, des expériences digitales. Alors, on n'en est pas encore à la visite, je laisserai Céline en parler tout à l'heure. Ça fait partie des prospectives, mais attention aux prospectives, il faut que ce soit relativement prudent. Mais en l'occurrence des expériences de dégustation connectée avec des produits envoyés ou pris en charge par des clients visiteurs et puis en face un animateur. Alors là, on parlait de découverte gastronomique. Pourquoi ne pas parler? Et d'ailleurs, Chambord s'est lancé dans l'expérience de la découverte patrimoniale du site. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui auxquelles il faut que nous nous attelions sans se précipiter, parce que ce sont des choses qui sont parfois plutôt onéreuses et parce que nous devons être aussi gestionnaires en bon père de famille de deniers publics. Il nous est nécessaire de prendre des décisions, de bonnes décisions en tout cas, de ne pas se précipiter à aller dépenser des milliers et des cents dans une solution qui ne serait pas forcément pérenne et puis qui pourrait avoir un autre effet qui serait un effet pernicieux à l'égard de ce que doit continuer à être la médiation patrimoniale et culturelle de la destination. Donc, Henri, je vais peut-être vous inviter à conclure parce que je crois qu'on devrait laisser un peu de place aussi à quelques questions. Mais si tu veux bien dire un petit mot de conclusion sur ton activité. Sur l'activité, elle est devant nous et les innovations, elles sont devant nous aussi. Des discussions, bien évidemment, avec Céline et ses consoeurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est un métier qui est assez féminin, du conférencier, sur des solutions à mettre en œuvre, des solutions innovantes
Je vous laisse les énumérer, Céline, et dire que là, voilà, on n'en est qu'à l'aube aujourd'hui du développement de ce type de prestations et des précautions que l'on doit avoir à prendre. Effectivement, l'idée est de ne pas se précipiter dans le remplacement de visites virtuelles, de visites live ou de webconférences en remplacement de la rencontre avec nos visiteurs qui sont aujourd'hui physiquement impossibles, mais y réfléchir et essayer d'exploiter des nouveaux outils. Alors effectivement, hein, l'expérience du virtuel, adapter nos types de médiation à des nouveaux enjeux, aux nouvelles générations hein, qui, on va dire, je vais le dire peut-être un peu brut, mais qui consomment Internet et qui consomment rapidement Internet. Et c'est vrai que le format d'une visite guidée s'inscrit beaucoup plus dans du slow tourisme où on prend le temps de la rencontre et de l'échange, du partage, que dans la vidéo rapide et zappée. Ce qui fait qu'effectivement, cette réflexion sur les nouvelles pistes, alors elles peuvent être vraiment diverses, hein, ça va du podcast à des lives vraiment physiques hein, pour pouvoir continuer à exercer. Mais il est évident que cette période de fermeture, que ce soit pour les guides conférenciers exerçant pour l'Office de tourisme, mais également qui avaient l'habitude d'exercer dans l'ensemble des sites patrimoniaux du Val-de-Loire, hein, puisqu'on est amené à intervenir de Chambord jusqu'à Saumur, en tout cas pour ce qui me concerne, et à parler aussi bien de patrimoine bâti que naturel, que la transmission de notre art de vivre. Tout ceci est complètement à l'arrêt et la rencontre et l'expérience est difficilement transposable sur le virtuel. Donc, l'accélérateur est bien là, dû à la crise, mais effectivement, les expérimentations de nouveaux modes de médiation doivent se faire avec prudence et vigilance. Très bien, merci beaucoup, chers amis, c'était très clair et je pense que tout cela a été très important. On sent bien quand même qu'il y a une convergence hein, de tous les acteurs sur la destination, sur plusieurs des axes de travail que nous devons avoir, sur l'analyse de la situation et des évolutions. Et je pense que ça, c'est un point important pour les étudiants et les professionnels donc, qui participent à cette carte blanche. Pour aller vite, on va peut-être passer aux questions et je crois que Benoît Pierre peut-être voulait s'adresser directement à ces étudiants, aux étudiants du CESR, pour peut-être compléter ce propos. Merci Jean-Louis. Juste, ça va dans le sens de ce que tu évoquais et effectivement, les étudiants ont pu écouter ce qu'on leur dit également en cours, à savoir que c'est le territoire qui fait la force et le potentiel des activités touristiques aujourd'hui et qu'une formation ne peut pas aujourd'hui se déployer sans être en lien direct avec ce territoire, avec sa diversité d'action, avec ses stratégies aussi en matière de politique publique. Et que pour nous, c'est à travers ces cas très concrets que l'on peut donner à voir et donner à comprendre comment aujourd'hui on doit s'investir dans le domaine des activités touristiques. C'est aussi pour cela, et je le dis aux étudiants, que nous avons tenté dans cette formation de faire le maximum de cas pratiques et que nous avons aussi été chercher, et certains d'entre vous, vous êtes des intervenants, et je vous en remercie vraiment très chaleureusement, vous êtes des intervenants dans notre formation, c'est justement pour faire ce lien, établir ce lien avec le territoire. En d'autres termes, nous avons tenté d'ancrer la formation dans son territoire, dans sa diversité d'actions, et l'ensemble de ce que vous avez dit confirme pleinement nos ambitions et nos orientations. Donc merci encore une fois pour l'organisation de cette carte blanche. Merci pour vos interventions, parce que ça correspond bien à ce que nous analysons aujourd'hui
parfois d'un point de vue un peu plus conceptuel et analytique, mais qui doit être convergé avec aussi ce que vous vivez sur le terrain de l'action. Merci Benoît. Peut-être Livia, avez-vous quelques commentaires, questions à relayer, quelque chose à nous dire? Je laisse Charlotte, la parole à Charlotte qui a justement listé toutes les questions qui étaient dans le chat. Vas-y Charlotte. Bonjour à tous. Alors effectivement, il y a eu énormément de commentaires et de questions, donc j'ai essayé de sélectionner celles auxquelles il n'avait pas été apporté de réponse dans le chat ou dans la présentation. Alors nous avons une question de Jules Nuguet qui est étudiant en master médiation numérique de la culture et des patrimoines et qui a une question pour Cécile Bonneau. Donc il souhaite savoir s'il y a une étude sur le e-tourisme, notamment sur tout ce qui est visite à distance, qui aurait été menée en lien avec la situation actuelle. Donc, est-ce qu'il y a une étude sur ce e-tourisme pendant la crise? Pour la région, je suppose. Oui, alors nous, il n'y en a pas eu à l'échelle régionale. Peut-être qu'au niveau national, hein, il y a des choses qui existent. J'ai vu quelqu'un avait partagé le lien vers le site de Culture et Innovation. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a sans doute des choses qui ont été faites au niveau national. En tout cas, nous, non, au niveau régional, il n'y a pas eu d'études de ce type-là. Par contre, c'est ce que vous évoquiez. C'est vrai que c'est des usages maintenant qui sont complètement rentrés dans les pratiques, à la fois en termes de médiation, mais aussi à tous les stades du séjour touristique, c'est-à-dire aussi bien dans l'information, la recherche d'informations préalables, la réservation, la consultation d'avis, et même derrière tout ce qui est témoignage et partage d'expériences avec des pairs. Aujourd'hui, le numérique est vraiment au centre de tout. Donc là, on a vu qu'avec la fermeture des sites et puis quand même le besoin aussi de maintenir un lien, les sites et les acteurs touristiques ont beaucoup utilisé le numérique pour garder ce lien, cet échange avec leurs clients fidèles ou bien leurs prospects. Et puis on voit aussi qu'au niveau local, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé là aussi pour bien ancrer l'offre et puis le patrimoine auprès de cette clientèle et des habitants du territoire. Donc avec des plateformes, il y a beaucoup de plateformes qui ont été créées pour savoir ce qu'on pouvait visiter dans un rayon de, c'était un petit peu plus avant, mais dans un rayon de 30 km, quels étaient les sites qui étaient ouverts, quels étaient ceux qui proposaient, par exemple pour les restaurants, il y a eu beaucoup de choses autour du click and collect. Enfin voilà, donc on voit que c'est complètement aujourd'hui intégré dans les usages, donc pas que sur l'aspect médiation et patrimoine, c'est vraiment un mouvement de fond. Alors, il y a quand même, et Céline Laguide l'évoquait, il y a quand même deux phénomènes qui ne sont pas contradictoires, mais qui vont de pair. On voit cette numérisation complète des usages, et à côté de ça, comme je l'évoquais dans les pratiques du slow tourisme, une recherche très très forte de partage, de contact, de vivre une expérience en contact direct avec des acteurs, avec des prestataires, avec des producteurs. Donc voilà, ça reste quelque chose de fort, et c'est même quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, je trouve, dans les pratiques et dans les attentes des visiteurs. Donc il y a un peu les deux tendances qui sont tout à fait complémentaires. Merci Cécile. Alors, nous avons ensuite une autre question qui s'adresse cette fois-ci à Elisabeth Quérel et Luc Forlivesi. Donc, il y a eu pas mal de questions sur les sites UNESCO. Ça a suscité un certain nombre de commentaires. Donc, Emma Vard-Letouzé, qui est également étudiante au CESR, a posé une question sur le travail en collaboration avec différents corps de métier. Donc, elle a dit qu'elle suppose que vous travaillez en collaboration avec les conservateurs du patrimoine. Mais également, elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe s'il y a effectivement trop de désaccords lorsque l'on travaille avec autant de corps de métier. Quelles sont les démarches justement dans la gestion de ces sites qui, on le sait, peut être assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs institutionnels ou autres. Donc, elle se pose la question de comment se passent finalement ces partenariats. Alors, c'est une bonne question, surtout par exemple, si on prend l'exemple de la cathédrale de Chartres, où nous avons par groupe de travail environ 25 personnes qui représentent aussi bien des associations de défense de l'instrumentarium qui a recréé des instruments médiévaux que le Centre international du vitrail, que l'Office du tourisme. Alors ça s'appelle quelque chose qui est du domaine de la diplomatie, de la recherche du consensus, de
du fait de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin et quels sont les points, quelle est la base, quel est le socle qu'on peut définir comme action commune, et de bien se rendre compte que tout n'est pas possible, c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, le réalisme face aux projets et aux idées générales. Voilà, en général, pour l'instant, on n'a pas eu trop de blocages. On a plutôt trop de bonnes idées ou trop d'idées qui viennent et qu'il faut ensuite serrer parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un plan de gestion. Enfin, pour parler du plan de gestion, il faut quand même quelque chose qui soit de l'ordre d'une fiche action avec un référent, une méthode de travail, un objectif, une date, un calendrier et des moyens. Donc, à un moment donné, on est obligé de revenir sur Terre. Et en général, la confrontation avec le réel permet de dénouer une partie des tensions. Bon, ça n'est pas toujours le cas, mais pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis de ce type-là. Alors, quant aux conservateurs, évidemment, je peux présenter, mais je suis conservateur général du patrimoine, et évidemment, nous travaillons avec l'ensemble des métiers, pas uniquement les conservateurs, mais tous ceux qui travaillent dans le cadre du patrimoine, en ayant toujours en tête que la chaîne d'instruction de tous ces dossiers, c'est la science, la connaissance, le plus haut niveau de connaissance possible, la meilleure médiation, qui garantit la meilleure médiation possible. Et si on n'a pas cet enchaînement-là, eh bien, on risque de prendre, enfin, on prend des risques et on n'est pas sûr d'arriver à l'objectif fixé. Très bien, merci Luc. D'autres remarques? Oui, pour compléter la réponse de Luc, qui effectivement était très pertinente et complète, je crois qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête. Il y a un petit côté, le patrimoine mondial, c'est comme les vidéos de chatons, tout le monde est pour, qui n'est pas complètement faux, au sens qu'en général, quand on est en train de rédiger un plan de gestion pour essayer de préserver un des sites qui a été reconnu pour l'ensemble de l'humanité, on a plutôt tous envie de bien faire. Et même si on n'a pas la même idée de comment bien faire, en général, le fait que tout le monde ait plutôt envie de bien faire fait qu'on arrive à trouver des dénominateurs communs et des choses qui font consensus. Donc, on a des oppositions de méthode et de langage. Quand on arrive à les dépasser, je vends une ingénierie spécialisée dans le patrimoine mondial dans l'absolu, certes, et j'aide à aborder le cadre de la réflexion, mais je me rends compte que là où je suis le plus utile depuis 15 ans que je fais ça, c'est plutôt dans ma capacité à traduire ce qu'une personne a dit à une autre jusqu'à ce qu'ils se comprennent suffisamment pour se rendre compte qu'ils sont plus d'accord que pas d'accord, et au moins que la partie sur laquelle ils sont d'accord, qu'on rédige une fiche action à partir de ça. Et donc, on a toujours, quand on a un travail collaboratif, des actions qui ne font pas consensus, mais en général, on a tellement d'actions qui font consensus qu'on se demande déjà comment on va réussir à les mettre en œuvre. Et donc, on se contente de rédiger celle-là dans le plan de gestion. Et voilà. Mais c'est rare que les collectivités soient contre la conservation du bien qu'essaye d'assurer l'État. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que de manière générale, en général, tout le monde est d'accord au départ sur l'objectif majeur. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et puis, il y a aussi la question de l'écoute. Beaucoup des personnes qui viennent participer à ces réunions-là sont souvent, à l'origine, pas consultées ou pas écoutées. Et je pense au directeur du Centre national du vitrail qui a voulu se servir des groupes de travail au départ à Chartres comme tribune un peu. Et puis on l'a écouté et puis il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec lui et beaucoup de ses idées ont été reprises dans le plan de gestion. Et ça l'a complètement déstabilisé. Il est devenu hyper proactif pour nous aider. Mais je crois que à partir du moment où on écoute et où on part du principe que l'intention est bonne, on arrive à bien travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Merci pour vos réponses. Je crois que c'est valable pour tout type de structure collaborative et nous en savons quelque chose également au campus. Alors, nous avons une autre question pour vous sur les sites UNESCO, qui est une question que je qualifierais de récurrente en ce qui concerne les sites UNESCO. C'est une question de Delphine Vasseur, qui est étudiante au CESR et qui demande comment est-ce que vous prévoyez de conserver l'intégrité du site UNESCO à l'avenir dans le cadre des aménagements nécessaires des territoires, des nouveaux aménagements du territoire. On a des cas où ça devient difficile. Je pense à la déviation de Jargeau. On a des endroits où on est alerté. Il y a donc le service au ministère de la Culture il y a des courriers qui partent au ministère de la Culture en disant attention, il y a un danger, attention, il y a un possible risque, parce qu'on peut aller jusqu'au retrait de cette inscription. En tout cas, il y a des risques qu'il faut intégrer. Les dossiers pour lesquels on a beaucoup plus de questions actuellement sont les passerelles, toutes les questions liées aux passerelles sur la Loire, qui sont éminemment importantes et on est en train les architectes des bâtiments de France, qui sont les premiers avec les conservateurs des monuments historiques à être sollicités, sont pour l'instant en train de réfléchir à la question c'est la création de la passerelle qui est plus intéressante finalement que la passerelle accrochée au pont monument historique. C'est le cas. C'est un sujet qui a été évoqué à Orléans, qui a été évoqué ailleurs. La question est d'essayer de trouver le
meilleur moyen pour que tous ces éléments apparemment contradictoires puissent se trouver réunis. Et une belle passerelle créée par une équipe d'architectes, c'est au moins aussi beau qu'une passerelle accrochée à un pont. Donc on a des questions qui peuvent aller très loin. Il y a eu des risques, pas en France, mais il y a eu des risques et même des retraits, je crois, de cette inscription pour des questions liées à des dégradations ou à un développement non maîtrisé d'un urbanisme autour. C'est vraiment, je crois que la question centrale, c'est comment est-ce qu'on assure le développement durable des territoires. C'est-à-dire qu'à la fois développement, il n'est pas question de mettre sous cloche les territoires, ça n'a aucun sens. On a vu ce qu'a donné la politique des secteurs sauvegardés. Ça n'a que peu d'intérêt de se retrouver avec des centres historiques parfaitement sauvegardés dans lesquels plus personne ne peut vivre ou ouvrir de commerce. Une fois qu'ils sont déserts et qu'ils ne servent qu'à la promenade et qu'on a fait de la façade, à quoi ça sert d'avoir des centres-villes dans lesquels plus personne n'habite et plus personne ne consomme, pas que d'un point de vue économique, mais tout simplement parce que ce sont des lieux de vie à la base. Alors, la plupart des châteaux ne sont pas des lieux de vie, vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de créneaux à trouver. Mais pareil, sous prétexte de co-visibilité avec la cathédrale de Chartres, on se retrouve avec un rayon de 30 km autour de la cathédrale où on ne devrait plus rien faire. Et on se rend compte que ça a ses grosses limites, qu'il n'est pas question d'obérer le développement des territoires sous prétexte d'un site du patrimoine mondial, ça devrait même être le contraire. Donc là, ce qu'on a fait par exemple pour les vues autour de la cathédrale de Chartres, c'est les mesurer et les délimiter, vraiment, au lieu de partir du principe qu'on ne peut rien faire nulle part. Et on a décidé avec les élus, l'Adréal et tout le monde d'essayer de choisir des vues emblématiques, majeures, qu'il était vraiment utile de préserver. Et il y en a d'autres où on a souvent déjà depuis les années 60 pas mal bétonné. Donc, et puis, ce serait utopique de penser qu'un rayon de 30 km autour de la cathédrale de Chartres va rester tel qu'il se présentait au moment de l'édification de la cathédrale. On n'est plus au XIIe siècle a priori. Donc de toute façon, c'est pas viable. Il a fallu faire passer des autoroutes ou pas dans le cadre de Chartres, mais c'est encore une autre histoire. Bref, tout ça pour dire que souvent ce que l'UNESCO attend de la France, c'est des études d'impact et qu'on a une culture de ne pas en faire qui fait qu'on a parfois des gros malentendus. Mais c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est de réfléchir à l'impact et de faire converger l'intérêt public. Il est parfois nécessaire d'aménager quelque chose, y compris parfois des lieux d'accueil pour les visiteurs, tout simplement. Mais comment on le fait sans impacter négativement l'éco-visibilité, sans artificialiser les sols de manière inutile, sans tirer des kilomètres et des kilomètres de réseau qu'il va ensuite falloir entretenir aux frais du contribuable. Enfin, l'idée, c'est de trouver à chaque fois des solutions et pas juste interdire pour interdire. Et dans le cadre de biens très étendus comme le Val-de-Loire ou le bassin minier, c'est un peu plus de 100 communes, donc c'est un peu le même genre d'échelle que le Val-de-Loire. Évidemment qu'on ne va pas muséifier sur des centaines de kilomètres et que l'important, comme le disait Luc tout à l'heure, c'est au lieu d'interdire une passerelle, d'essayer d'être dans une qualité architecturale et un impact paysager qui justifie que cette passerelle dont on a réellement besoin pour les êtres humains qui essayent d'habiter dans le site du patrimoine mondial, qu'elle puisse exister. Par contre, parce qu'on est dans un site du patrimoine mondial, on ne peut pas juste faire une grande dalle de béton et s'en contenter. On a un objectif d'excellence. Mais donc voilà, c'est ni faire n'importe quoi, ni ne plus rien faire. Le curseur, il se situe là. Merci Elisabeth pour, je pense, cette réponse qui était extrêmement complète. Alors, on a eu quelques questions auxquelles il a été apporté des réponses dans le chat. Nous avons une question notamment sur les mobilités touristiques en zone rurale. Donc, comment font les touristes, effectivement, en termes de mobilité pour se rendre dans les sites ruraux? Alors, je crois que Cécile Bonneau y a bien répondu dans le chat. C'était une question d'Antoine Elio, étudiant à l'Estua d'Angers. Donc, je pense que la réponse apportée était assez complète. Éventuellement, Antoine Elio, vous pouvez peut-être, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Une nouvelle question qui concerne déjà de manière plus spécifique, ce qui concerne la formation, une question très intéressante d'Étienne Faugier, qui est maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, qui a entendu tout ce qui a été abordé sur les mutations nécessaires des professionnels, le décalage avec les masters du patrimoine, et donc il pose, je pense, à vous tous, une question qui est: quelles orientations suggérez-vous en termes de formation pour une adaptation à ces mutations des métiers du patrimoine? Alors, est-ce que quelqu'un veut s'emparer de cette question? Alors,
Enfin, j'ai l'impression que des réponses ont déjà été données, c'est-à-dire qu'il y a, vous l'avez compris, donc une liaison forte aujourd'hui entre tous les acteurs intéressés par le patrimoine et une convergence d'analyse sur vers quoi ce patrimoine doit aller, y compris dans son chemin touristique. Donc la participation d'un certain nombre d'intervenants aujourd'hui témoigne, je crois, de cela. Donc ça veut dire que des nouvelles technologies apparaissent, elles sont aussitôt donc intégrées, ou en tout cas assez vite intégrées dans les sites de visite, mais elles sont aussi intégrées dans les établissements de formation. Enfin bon, je pense que Benoît pourrait en parler très judicieusement, mais il y a eu une grosse évolution. Enfin, moi qui suis sans doute un peu le dinosaure de ces métiers, bon, en 30 ans, si vous voulez, et un peu plus de 30 ans que je travaille dans ce secteur, l'évolution est considérable. Et donc, il y a quelques années, si vous voulez, il y avait, quand vous arriviez dans un monument, quel qu'il soit, vous aviez une seule forme d'appréhension pour appréhender ce monument. Hein. C'était une visite, point barre. Aujourd'hui, vous avez un catalogue de prestations. Bon. Et ce catalogue de prestations, comme ça a été dit tout à l'heure, ne retire rien, par exemple, au mode d'appropriation qui étaient les modes d'appropriation traditionnels. C'est-à-dire, par exemple, la visite guidée avec un guide qui vous emmène et qui vous accompagne dans votre visite reste quelque chose de pertinent, mais c'est aussi dans la formation des guides qu'il y a eu une très grande évolution. Et donc, je pense que, vous voyez, il y a une dynamique qui s'est créée. Moi, je pense que par rapport aux étudiants qui nous écoutent, le message que moi, je souhaiterais leur faire passer, ce n'est pas un secteur qui est endormi, et malgré la crise, il faut être optimiste sur la capacité de notre région à faire de son patrimoine un outil de développement. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent être à leur disposition pour dire un certain nombre de choses. Je pense, aujourd'hui, nous sommes un peu dans une position très délicate. J'ai vu que c'était évoqué dans les échanges sur le chat pour les stagiaires. On a un peu de mal à répondre à des demandes de stage parce qu'on ne sait pas très bien dans quelles conditions on va pouvoir accueillir des stagiaires. Mais sur le fond, la perméabilité des monuments quant aux apprenants, elle est aujourd'hui inscrite fortement dans la plupart des sites. Et donc ce dialogue entre les enseignants et les instituts de formation, les écoles, etc., il est vraiment, je pense, aujourd'hui bien établi. Il est forcément perfectible, mais je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur la qualité de ce travail et de ce dialogue. Benoît, peut-être tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter, tout à fait en continuité avec ce que tu viens de dire, ce qui est sans doute l'une des forces d'une formation aujourd'hui adaptée dans le domaine du patrimoine et du tourisme, c'est la polyvalence. Parce que, vraiment, pardon? J'ai entendu, j'ai un retour. C'est la polyvalence. La polyvalence et l'interdisciplinarité. Ce qu'on a souhaité faire, nous, dans cette formation, en lien aussi avec l'étude de l'état de l'art local, régional, national et international, c'est quels étaient les besoins du secteur, des secteurs concernés, et comment on pouvait y répondre du point de vue de la formation. D'où cette interdisciplinarité qui était naturelle dans la formation depuis très longtemps au CESR et élargie à des domaines comme l'archéologie, le patrimoine, l'alimentation et les sciences du numérique, dans les humanités numériques. Donc la polyvalence pour créer aujourd'hui ce qui, à mon sens, manque dans le secteur du tourisme, ce sont des chefs de projet qui sont justement à l'interface entre des projets culturels, des projets concernant le patrimoine naturel et des projets numériques, et donc de pouvoir apporter des solutions adaptées et répondre à cette polymorphie en fait de la demande, qui se résume par un mot qu'a très bien donné tout à l'heure Cécile Bonneau, l'authenticité, la recherche d'authenticité. Nos touristes recherchent l'authenticité du discours, donc le lien avec les sciences historiques, recherchent ma fille qui est à côté qui joue, voilà, recherche cette authenticité. Et pour leur apporter cette authenticité, il faut avoir une pluralité de compétences sans être des spécialistes,
mais pouvoir les combiner. C'est ça la force, je pense, d'une formation aujourd'hui adaptée à ce contexte touristique particulier. Merci. Bien, je crois que la plupart, même toutes les questions, ont eu une réponse à un moment ou à un autre de notre échange. Donc, je vais laisser peut-être Lilia Valtroni et Jean-Louis Sureau conclure, s'il n'y a pas d'autres questions éventuellement. Merci Charlotte. Je vais peut-être demander aux intervenants, parce que c'est aussi une requête dans le chat, la possibilité de partager vos coordonnées, vos mails aux étudiants, parce qu'effectivement les échanges ont été riches et je pense qu'on pourrait continuer à débattre sur ces questions, parce qu'effectivement il y a pas mal de réactions de la part des participants à cette carte blanche. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on relayera vos coordonnées. Pour ma part, je tiens à vous remercier pour cette richesse, cette diversité de propos qui convergent finalement justement sur une unicité, finalement un message positif pour l'emploi dans les secteurs des patrimoines avec un grand S. Dans la poursuite aussi de ce webinaire, vous informez que dans le cadre des Nouvelles Renaissances, le campus est partenaire avec la région et le CLIC France de l'organisation de 2 webinaires. Donc le premier organisé le 19 mai portant sur virtualisation des sites et parcours de visite, enjeux, opportunités et limites pour les acteurs du développement touristique et culturel du Centre Val-de-Loire, et aussi le 3 juin sur le thème nouveaux contenus, nouvelles plateformes. Donc voilà, nous vous invitons à suivre peut-être sur les réseaux sociaux de la région, mais également du campus et du CLIC France, les informations qui seront prochainement communiquées et un appel à contribution pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir justement partager les expériences, partager ce qui est organisé, fait dans un site. Donc il sera aussi possible de participer à un appel à contribution pour pouvoir intervenir et apporter son expérience. Merci. Jean-Louis, peut-être un mot de conclusion? Bon, je crois qu'il est déjà très tard, tout le monde va aller se coucher, donc merci à tous. Je crois que à l'égard aussi de je pense toujours aux étudiants qui nous ont suivis aujourd'hui, la vraie question qu'ils peuvent se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on a des perspectives d'emploi? Est-ce qu'on va trouver du boulot à l'issue de notre cursus? Moi, je crois qu'effectivement, c'est quand même une filière professionnelle qui est porteuse d'avenir. Et donc, il ne faut pas que vous soyez désespéré, que vous puissiez être inquiet, je peux le comprendre, parce qu'on l'est tous pour diverses raisons, mais ne soyez pas dans l'esprit de dire on s'est peut-être fourvoyé parce que c'est un secteur qui va être très difficile, etc. Non, je crois que c'est un secteur qui est porteur d'avenir, avec de nouvelles formes. Je crois que la polyvalence est essentielle, effectivement, comme ça a pu être dit, et je crois que les uns et les autres, nous faisons des métiers qui sont franchement passionnants, très enrichissants, et je crois que c'est peut-être cela qui est le plus important pour vous qui êtes jeunes, c'est-à-dire de vous destiner des métiers que vous aurez plaisir à exercer. En tout cas, c'est sur une note optimiste que je veux conclure ce rendez-vous. Je vous remercie donc de votre attention, de votre patience, parce qu'on a été au-delà de ce qui était prévu, mais ça c'est classique. Et puis Livia et Charlotte vous tiendront au courant des évolutions, de la suite de cette rencontre et des prochaines rencontres. Merci à tous et toutes mes amitiés à tous les intervenants. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.